matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour François Hollande, Bonjour. Monsieur le Président. Vous publiez Affronter aux éditions Stock. Vous appuyez dans ce livre sur votre expérience politique au long cours, sur votre engagement dans les plus hautes fonctions de l'État pour dresser un bilan inquiet de l'état politique de notre pays, une gauche qui s'éparpille au gré des candidatures de ses représentants, la droite traditionnelle qui se voit prise en tenaille comme jamais, alors que la stabilité est nécessaire au principe démocratique de l'alternance. Ce livre s'ouvre sur un chapitre intitulé « Un quinquennat anormal ». C'est un portrait peu amène du quinquennat d'Emmanuel Macron. À quoi Emmanuel Macron croit-il vraiment ? Débutez-vous sous forme d'interrogation, mais vous répondez rapidement à cette interrogation pour dire que finalement il n'y a pas de véritable doctrine du macronisme et que le président, je vous cite, saute comme une grenouille sur des nénuphars. C'est une licence poétique, une métaphore. Pourquoi cette grenouille sur des nénuphars ? Pourquoi voyez-vous une absence de doctrine dans ce quinquennat ? D'abord, bonjour à tous. C'est vrai que ce quinquennat, qui est né d'une circonstance exceptionnelle, la division de la gauche, le fait que je ne me sois pas représenté, la droite qui avait fait le choix d'une candidature qui devenait impossible au regard des affaires qui la cernaient. Ce quinquennat qui était donc rendu exceptionnel par ses conditions a été aussi exceptionnel par son déroulé, des crises successives et notamment la dernière, la crise sanitaire, qui fait qu'on ne peut le juger que sur la partie, j'allais dire, où il a été véritablement actif, le président de la République. Actif au sens de l'action réformatrice. Mais ce que j'ai trouvé au fur et à mesure du temps et qui m'avait déjà, surpris au début du quinquennat, c'était le fait qu'il n'y avait pas de ligne directrice, il n'y avait pas de doctrine. Ou en tout cas, s'il y en avait une qui était affichée, c'était celle plutôt d'une modernisation du pays, et ça pouvait effectivement être entendu, et une défiance à l'égard de ce que représentait l'État, les corps constitués, les corps intermédiaires, etc. Et en réalité, la pratique du pouvoir a été assez conformiste, assez traditionnelle, avec une conception de la Ve République qui paraissait datée. De la même manière, par rapport à des questions fortes sur la sécurité, l'immigration, où Emmanuel Macron avait pu faire des critiques, y compris par rapport à ce que j'avais pu faire, on est arrivé à une politique très conservatrice, voire même quelquefois en voyant des messages assez faciles à l'égard de ce que représente la droite. Et enfin, par rapport à des questions comme l'écologie, où ça commençait avec Nicolas Hulot, puis après ça s'est terminé avec une critique des Amish, ou laissant penser que dès qu'il y avait le souci de la préservation de la nature, il y avait peut-être une mise en cause de ce qu'est le progrès, alors que je pense que les deux sont parfaitement compatibles. Et pour terminer, il y a même sur la justice, sur la conception de l'impartialité de l'État, des évolutions qui sont faites à tel point qu'aujourd'hui, il y a même un garde des Sceaux qui est mis en examen, qui continue à être dans sa fonction. Donc c'est cette absence de doctrine, cette inconstance. Mais c'est une absence de doctrine ou alors finalement une droitisation, parce que ça ressemble un peu à une droitisation, selon vous, oui, ce que vous décrivez, François Hollande, Monsieur le Président. Il peut y avoir une droitisation, mais parfois il peut y avoir d'autres mouvements. Une mouvements. gauchisation. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé, et je ne peux d'ailleurs que soutenir cette position d'avoir utilisé largement l'État pendant la crise sanitaire, d'avoir mis en avant le rôle des services publics, assurer une solidarité, et le quoi qu'il en coûte pouvait regarder plutôt du côté des solutions traditionnelles de la social-démocratie. Donc il y a eu aussi cette inconstance, quelquefois qui peut aller dans un sens qui peut être utile à la nation. Mais regardez là aussi sur l'argent qui est distribué en ce moment. Il ne se passe pas de jour sans que Emmanuel Macron aille voir telle ou telle catégorie et distribue un chèque quand ce n'est pas un chèque. Alors là, aussi. Vous êtes très critique sur cette distribution. Vous dites que c'est de l'argent qui sort d'on ne sait où et qui va on ne sait où également. Oui, car il y a une forme d'imprécision sur l'origine des fonds. On ne sait pas si c'est des prêts, si ce sont des aides, comment ça sera financé et où ça va. Écoutez, on a eu un plan pour les années qui viennent sans qu'on sache exactement où va aller, mais où ça va aller, dans les promesses qui sont faites presque chaque jour. Est-ce que finalement ce que vous décrivez là, ça n'est tout simplement pas du pragmatisme, et on pourrait dire de tous les présidents, de votre quinquennat, mais aussi d'autres mandats, qu'un homme d'État, c'est avant tout un individu pragmatique qui affronte ce chaos qu'est la réalité sans doctrine établie ?
Mais vous avez raison, aucun quinquennat ne se passe comme il est prévu. Nicolas Sarkozy a fait face à la crise financière, moi-même à la crise terroriste, Emmanuel Macron à la crise pandémique, et il y a même une qualité que vous avez relevée, qui est celle de s'adapter et d'affronter. Mais faut-il encore, au nom du pragmatisme, qui est plutôt une qualité, avoir, là encore, une ligne directrice, un horizon. Je m'adapte aux circonstances, mais je me tiens à des principes, à des valeurs et à une compréhension ou conception de l'action politique. Les Français en ont besoin. Et c'est... Alors là, il n'en est pas le seul responsable, et je pense pour ça que j'élargis le spectre de mon analyse, c'est qu'il n'y a pas non plus dans la vie politique française aujourd'hui suffisamment d'offres alternatives, suffisamment de propositions qui sont faites, qui permettent de penser qu'on va affronter les grands sujets de l'heure, c'est-à-dire la grande mutation écologique, industrielle, éducative, sociale, et c'est ce qui fait qu'on a le sentiment d'une vie politique qui est assez à la fois dispersée et parfois vide. Et si l'horizon finalement d'Emmanuel Macron, ça n'était pas le même que le vôtre, c'est-à-dire finalement assurer l'unité du pays au travers d'une crise, celle du Covid, tandis que vous avez connu celle du terrorisme, avec finalement un seul but, c'est faire en sorte qu'il y ait une cohésion sociale malgré ces événements terribles, différents, mais terribles tous les deux. Oui. Je pense que le rôle d'un président de la République, et je pense que tous mes prédécesseurs y ont veillé, et mon successeur aussi, et c'est sa mission majeure, c'est de faire que l'unité du pays soit préservée. Et rien n'est pire que l'éclatement et la division. Et c'est de ce point de vue, si je peux dire que le prochain président devra réconcilier les Français. Et c'est ce qui est grave en ce moment, c'est qu'il y a tout un tas d'interventions, de populisme. Pardonnez-moi, Monsieur le Président, ils sont plus désunis aujourd'hui qu'ils ne l'étaient, par exemple, à la fin de votre mandat, où la loi travail a suscité énormément de colère. Il y avait là aussi beaucoup de débats. Votre popularité était inférieure à celle d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui, qu'il y ait des contestations, qu'il y ait des manifestations, ça fait partie de la démocratie. Là, ce qui s'est produit, sans doute, mais Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable, ce qui s'est produit, c'est un éclatement du pays, une division plus profonde. On l'a vu avec les Gilets jaunes, avec une violence, avec des contestations qui n'aboutissent pas forcément à des compromis. On l'a vu sur la réforme des retraites. Et donc, une forme de repli les uns et les autres, et de communautarisation des comportements. Il est vrai aussi que les réseaux sociaux ajoutent à ces disparités ou à ces éclatements. Donc, face à cette situation, à ce péril, et j'ajoutais tout à l'heure le risque populiste, c'est-à-dire le fait qu'il y ait maintenant des porte-paroles de la haine qui veuillent diviser les Français, très important, c'est l'enjeu de la prochaine élection présidentielle, qu'il y ait un chef de l'État qui puisse de nouveau unir, réconcilier, fédérer, rassembler autour d'un projet commun. D'où l'importance de la doctrine. On dit finalement les idées politiques ne comptent pas. Non, un pays se rassemble autour d'un projet collectif. Et le vôtre, ce serait la social-démocratie. Mais là aussi, la gestion de la crise sanitaire pourrait être qualifiée de purement social-démocrate. Je l'ai dit d'ailleurs, vous avez raison, les solutions qui ont été trouvées ici comme ailleurs, y compris par les gouvernements les plus libéraux, ça a été de piocher, si je puis dire, dans l'arsenal de la social-démocratie, le retour de l'État, mais même de la planification, des grands plans qui sont affichés, la redistribution qui est indispensable quand il se passe un événement qui accroît les inégalités, et l'appel au service public. Donc, pour ça que tous ceux qui disaient il y a encore quelques années que la social-démocratie était bonne à jeter maintenant dans les poubelles de l'histoire, ou qu'elle avait terminé son cycle et que ça en était terminé des politiques de redistribution et de compromis social et de dialogue, se sont trompés. Alors, je fais attention parce que comme après 2022, il y aura une nécessité, je la partage, de rétablir les comptes publics, de faire attention à ce que la dette ne vienne pas entraver les destins des générations futures, il y a avantage aussi à utiliser les solutions social-démocrates pour affronter la crise écologique et faire en sorte que la redistribution puisse suivre les inévitables transitions qu'il faudra opérer. Mais là aussi, vous connaissez l'argument, Monsieur le Président. La crise sanitaire rendait obligatoire cette politique social-démocrate. Auparavant, il était difficile de la mener parce que la France était très endettée, notamment au terme de votre mandat. Alors là, je fais une correction. La France s'est beaucoup endettée
pendant le mandat de mon prédécesseur, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais enfin c'était 60% de la richesse nationale au début de son mandat, 90 ou 92% à la fin. 30% de la richesse nationale de plus pour la dette. Et il avait un argument, c'était la crise financière qui obligeait à dépenser davantage et à éviter que la France puisse tomber dans une récession encore plus profonde. Puis ensuite, mon mandat, si je puis dire, il n'y a eu que 8% de la richesse nationale qui a été consacrée à la dette publique. Et aujourd'hui, on est passé de 97% à 117%. Donc on est sur des chiffres tout à fait considérables. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour les Français d'avoir une dette publique ? Ce qui compte, c'est les taux d'intérêt. Et donc, si les taux d'intérêt de cette dette augmentent, eh bien, nous sommes dans une impasse budgétaire. C'est là que des décisions extrêmement douloureuses risquent d'être prises. Alors donc, il faut faire attention. Et ce qui est d'ailleurs souvent paradoxal, les historiens peuvent le confirmer, c'est souvent la gauche qui fait le rétablissement des comptes publics, les reconversions industrielles, la compétitivité des entreprises, parce que la droite, ou en tout cas les conservateurs, ouvrent largement les caisses quand il y a des crises et quand ils ne savent pas comment répondre. Mais alors, aujourd'hui, cette social-démocratie, si elle n'est pas véritablement incarnée, sauf erreur de ma part, par un candidat à cette campagne présidentielle, est-ce que cela ne signifie pas tout simplement qu'elle est aujourd'hui partout, elle est diffuse, elle est dans l'air, et donc personne n'a besoin de l'incarner véritablement, François Hollande ? Alors d'abord, elle commence à s'incarner, ou à se réincarner en Europe. Vous avez vu qu'il y a un gouvernement allemand qui va être dirigé par un social-démocrate. Les socialistes gouvernent en Espagne, au Portugal, sont associés sous une forme très particulière en Italie, peuvent être l'alternance au Royaume-Uni après Boris Johnson. En France, c'est d'ailleurs là aussi paradoxal, alors que le Parti socialiste est très fort et a permis les alternances. Aujourd'hui, il est plus faible, mais c'est encore autour de Anne Hidalgo aujourd'hui que la social-démocratie peut trouver sa place. Peu, ça veut dire que ça n'est pas le cas. Vous avez des mots... peu, ça veut dire que c'est à elle et c'est à ses propositions de montrer qu'il y a une solution ou des solutions pour faire face à l'après-crise qui ouvre vers une autre épreuve qui est celle du réchauffement climatique. Parce que dans votre livre, François Hollande, Monsieur le Président, Affronter, que vous publiez aux éditions Stock, on trouve des portraits politiques. Celui d'Anne Hidalgo est, je dirais, mesuré. Vous écrivez par exemple, est-elle en position d'aller plus haut? Elle avait promis de se consacrer entièrement à sa mairie. Bref, vous rappelez un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément uniquement à son actif. Si, je dis, pour se délier d'un engagement, il faut avoir une cause qui soit suffisamment haute, urgente, pour apporter au pays sa contribution. Et c'est ce qu'elle fait. Je pense qu'elle justifie sa candidature, et elle a raison. Elle pourrait rester dans le confort de sa mairie. Être maire de Paris, c'est un des plus beaux mandats qui soit. Et elle justifie sa candidature précisément parce qu'elle veut présenter aux Français des solutions, et je l'encourage à le faire, qui sont d'inspiration social-démocrate. Mais ça doit être un projet global. La social-démocratie, c'est pas l'addition de mesures, c'est pas de faire... C'est pas uniquement l'augmentation du salaire des enseignants, c'est ça que vous visez ? Une des... Bien sûr, dans un programme, ça peut y figurer, avec des rythmes et avec sans doute des priorités d'abord données aux enseignants les plus jeunes. Mais ça doit s'insérer dans un projet global, y compris un projet éducatif global, qui ne passe pas ni par des créations d'emplois, j'en ai créé sous mon autorité 60 000, ni par simplement des augmentations de salaire, mais ce sont des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Il faut avoir un projet éducatif. Et on ne sortira pas des contradictions qui sont les nôtres aujourd'hui, des difficultés, on le voit bien dans les tensions dans les sociétés et dans le creusement des inégalités, s'il n'y a pas un grand projet éducatif qui passe par, bien sûr, une présence beaucoup plus forte dans les zones et quartiers sensibles, et l'accompagnement des enfants, et une proposition qu'elle a faite et qui est juste dans l'accès à l'enseignement supérieur, parce que c'est l'élévation des qualifications qui fera que notre pays pourra être au rendez-vous. Ça veut dire que finalement, ce projet qui ne suscite pas, semble-t-il, aujourd'hui un engouement véritable, je parle du projet d'Anne Hidalgo, est-ce que celui-ci, selon vous, est trop pointilliste, pas assez social-démocrate, ou bien la social-démocratie n'organise pas suffisamment ses propositions, Monsieur le Président ? Je pense que comme il n'est pas encore
révélé, connu et donc il a fait un discours présenté, programmatique à Lille. Présenté, c'est vrai qu'il est encore peut-être pour beaucoup de nos compatriotes incertain dans ses propositions et donc dans les votes qu'ils peuvent aujourd'hui afficher. Parce qu'une campagne, si je puis dire, au nom de mon expérience, une campagne présidentielle, ça commence au mois de janvier. C'est là qu'on va voir qui sont les candidats, les réels, pas ceux qui ont simplement fait marque de leur intention. Et puis, on va voir quels sont les différents projets. Et ce qui est intéressant dans c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est que comme nous connaissons ce qui nous attend, des épreuves quand même assez lourdes, je parlais de les mutations industrielles, de la place du nucléaire, l'énergie, d'avoir aussi la question de la redistribution, regardez ce qui se passe avec les prix de l'énergie, eh bien, un projet doit prendre en compte ces épreuves pour les surmonter et donner à espérer, parce qu'il n'y a pas de projet politique sans espérance. Une série de portraits. J'ai noté 2 oublis. Manuel Valls, Jean-Marc Ayrault. Non, parce que je n'ai pas fait des portraits comme ça de galerie. J'ai pris, pour mieux décrire ce qu'était finalement la situation politique de notre pays, c'est-à-dire une gauche éclatée, une droite, comme vous l'avez rappelé, dans l'embarras, prise dans l'étau, et un centre qui ne s'est pas constitué, et maintenant une extrême droite double, je n'ai pris que les prétendants à l'élection présidentielle. Christiane Taubira n'est pas véritablement Christiane Taubira est appelée par beaucoup, je vois les primaires populaires, etc. Non, elle fait partie de celles qui ont été citées pour, comme Bernard Cazeneuve, pour être éventuellement candidat. Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault, qui ont été premiers ministres, qui ont des qualités, n'ont pas été du tout dans la perspective de l'élection présidentielle. Sinon, j'aurais fait un dictionnaire. Non, ce n'est pas un dictionnaire, mais malgré tout, c'est une série de coups de griffe. Jean-Luc Mélenchon. Oui, c'est pas simplement parce qu'il donne lui des coups de patte, pour pas dire davantage. Il vous a jugé méchant. Mais, venant de lui, ce serait presque une marque de gentillesse, mais non, c'est pas son caractère, même s'il est ombrageux, que je mets en cause. Je mets en évidence si c'est des qualités de tribun, d'homme de culture. Ce que je mets en cause, c'est l'impossibilité qu'il crée pour l'union de la gauche. C'est qu'il ne se place pas du tout dans cette démarche. Et par son programme, et par sa personne, et par sa stratégie. Donc il rend impossible tout rassemblement, j'allais dire des partis de gauche, mais ce n'est pas finalement l'essentiel. Ce qui compte, c'est le rassemblement des électrices et des électeurs de gauche. C'est à eux de faire le choix, et puisque les états-majors n'y parviennent pas, de choisir une candidature crédible et de la porter autant qu'il est possible vers le 2e tour de l'élection, et de façon à ce que la gauche ne soit pas simplement spectatrice du duel final. Mais ce qui est paradoxal, et ce que je n'ai pas très bien compris, c'est que dans le même temps, dans ce livre Affronter, François Hollande, vous dites que finalement, le fait d'avoir une candidature commune n'est pas la condition nécessaire à l'unité. Non, parce que comme il n'y a pas eu de travail pour un programme commun, comme ça a pu se faire, eh bien c'est forcément à travers des candidatures différentes. Et je rappelle cette loi qui n'est pas écrite, c'est François Mitterrand a été élu en 1981, il y avait 5 candidats de gauche. J'ai été élu en 2012, il y avait 5 candidats de gauche. Donc ce qui compte, c'est qu'il y en ait un qui soit plus fort que les autres. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, François Hollande. Monsieur le Président, Affronter, c'est aux éditions Stock. On verra quelle est votre analyse de la situation en France. Il y a aussi un certain nombre de propositions que vous faites. Certaines sont assez détonnantes, comme par exemple une dépénalisation du cannabis. On y revient dans une vingtaine de minutes. Il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. Nous sommes le 26 octobre et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les Soudanais n'ont pas attendu la condamnation de la communauté internationale pour réagir. De nombreux habitants ont manifesté pour dénoncer le coup d'État militaire. Le procès de 2 hommes accusés du meurtre de Mireille Knoll, 85 ans, commence aujourd'hui. Un meurtre à caractère antisémite selon les juges d'instruction. L'Agence européenne des médicaments examine une pilule du laboratoire Merck contre le Covid-19. Nous ferons le point sur ce traitement. Nous irons en Birmanie où l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi doit s'exprimer aujourd'hui dans le cadre de son procès. Une exposition de 26 œuvres d'art du Bénin s'ouvre aujourd'hui au musée du Quai Branly à Paris. Des œuvres bientôt rendues à leur pays d'origine, c'était la promesse d'Emmanuel Macron. Faut-il, oui ou non, conserver une part de nucléaire dans le système de production énergétique français ? Stéphane Robert y reviendra dans son billet politique après le journal.
Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra cet après-midi une réunion d'urgence sur le Soudan. Le coup d'État militaire dans ce pays d'Afrique de l'Est a été condamné par la France et les États-Unis notamment. Washington qui a décidé de suspendre une aide de 700 millions de dollars accordée dans le but de soutenir la transition démocratique. La quasi-totalité des dirigeants civils ont été arrêtés, dont le Premier ministre. Des habitants manifestent pour dénoncer le putsch malgré la répression. Au moins 3 Soudanais ont été tués hier. Sur place, Elliot Brachet. À Khartoum et dans tout le pays, les manifestants n'ont pas attendu que la communauté internationale réagisse. Cette nuit, malgré le couvre-feu, de nombreux Soudanais hérissaient des barricades dans leur pâté de maison. Pour eux, le destin du pays se joue ici, dans les rues, alors que dans la soirée, des arrestations de militants étaient toujours en cours et que des pick-up chargés de soldats patrouillaient dans la capitale. Certains militants ont trouvé des moyens détournés pour se connecter aux réseaux sociaux. Des scènes de lynchage et d'humiliation ont inondé les fils d'actualité. Des vidéos de femmes rouées de coups en pleine rue par des soldats descendus de pick-up, des étudiants de l'université de Khartoum couverts d'échymoses, cheveux rasés après avoir été frappés jusque dans leur chambre à coucher. Face à une répression féroce, les manifestants scandaient hier que leur révolution resterait pacifique. L'association des professionnels soudanais, les comités de résistance ainsi que de nombreux syndicats ont appelé à la désobéissance civile et à la grève générale. Tard dans la nuit, alors que les communications n'était toujours pas rétablie. Certains s'époumonaient encore, les balles ne tuent pas. Ce qui tue, c'est le silence imposé au peuple. La société civile soudanaise s'est donc particulièrement mobilisée, explique aussi le sociologue Roland Marchal, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Il était très clair dans les dernières 24 heures que quelque chose se préparait, qu'un coup se préparait. On pense que les discussions sur la préparation du coup ont commencé au moins pratiquement au moment des manifestations du week-end dernier. Donc les structures organisationnelles du mouvement social anti-Béchir se sont réactivées avec déjà un certain nombre de cadres qui sont passés dans la clandestinité. Et donc les milliers de manifestants que vous voyez aujourd'hui, c'est simplement l'indice d'une organisation qui essaye de reprendre la main. Et on va voir dans les prochains jours si ce mouvement social a la force et l'énergie pour durer dans la répression et pour durer aussi grâce à un appui international qui a été relativement rapide, notamment des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, 4 entités qui, dans les jours qui viennent, devront jouer un rôle important pour mettre sous pression le pouvoir militaire. Roland Marchal, chargé de recherche au CNRS, invité hier du journal de 22h, à réécouter en intégralité sur franceculture.fr. Les juges d'instruction ont retenu le caractère antisémite du meurtre de Mireille Knoll. Ce drame avait suscité une vive émotion. Le procès de 2 hommes accusés de l'avoir tuée chez elle en 2018 s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. Mireille Knoll, femme âgée de 85 ans, était atteinte de la maladie de Parkinson. Elle avait reçu 11 coups de couteau et son corps avait été retrouvé en partie brûlé dû à l'incendie volontaire de son appartement du 11e arrondissement de la capitale. Retour sur cette affaire avec Nicolas Ballu. Le 23 mars 2018, Yacine Mioub se rend au domicile de Mireille Knoll. Ce quasi-trentenaire la connaît très bien, depuis son enfance, car sa propre mère est une voisine et il lui rend parfois quelques services. Le casier judiciaire de Yacine Mioub est long comme le bras. Il sort de prison après avoir été condamné pour une agression sexuelle commise dans l'appartement même de Mireille Knoll sur une fillette. Il vient rendre visite à l'octogénaire, reste la journée chez elle. Il y invite même Alexandre Carin-Bacchus, marginal qu'il a rencontré en prison, l'autre accusé principal de ce procès. Ensuite, les versions divergent. Celle de Mioub fait de Carin-Bacchus l'auteur d'un crime purement crapuleux, volant de lui-même les biens de l'octogénaire. Mais selon son comparse, Yacine Mioub lui a proposé un plan thune chez Mireille Knoll. Plan qui dégénère quand Mioub accuse la vieille dame de l'avoir balancé à la police et l'égorge au cri de Allah Akbar. Carin-Bacchus assurera l'avoir entendu parler des moyens financiers des Juifs. Les juges noteront l'ambiguïté de Mioub face au terrorisme islamique. Ils retiennent donc le caractère antisémite du meurtre. L'avocat de Mioub les accusera d'avoir cédé à l'opinion publique. Le crime fait écho à celui de Sarah Halimi, une sexagénaire juive jetée de son balcon 1 an plus tôt. Et l'affaire Knoll connaît immédiatement un retentissement politique international.
Le chef de l'État réaffirme sa détermination à combattre l'antisémitisme. Emmanuel Macron se rendra d'ailleurs aux obsèques de Mireille Knoll, assassinée parce qu'elle était juive, dit-il. Le parquet de Mulhouse a ouvert hier une enquête pour harcèlement après le suicide au début du mois de Dina, lycéenne de 14 ans, victime de harcèlement scolaire selon ses proches par des camarades à qui elle avait confié être lesbienne. L'adolescente subissait aussi des insultes racistes selon ses parents. L'Agence européenne des médicaments a approuvé hier soir une 3e dose du vaccin Moderna contre le Covid-19 pour les plus de 18 ans. Il s'agit du 2e rappel de vaccin à recevoir ce feu vert après Pfizer-BioNTech. L'agence européenne qui examine en ce moment la molécule d'un nouveau médicament contre ce coronavirus. Fabriqué par le laboratoire pharmaceutique Merck, cet antiviral, baptisé Molnupiravir, est simple à administrer. Une gélule à prendre pendant 5 jours. Un médicament qui ne fait pas l'unanimité dans le monde de la recherche. Bonjour Tara Schlegel. Bonjour. Cet antiviral est considéré comme un médicament mutagène. Qu'est-ce que ça signifie ? Le molnupiravir est une molécule qui est connue au moins depuis les années 80. Elle entraîne des mutations dans l'ARN du virus, à l'intérieur duquel elle parvient à être incorporée. Elle oblige en quelque sorte le virus, une fois qu'elle se trouve à l'intérieur, à subir tellement de mutations qu'il est incapable de se répliquer correctement et donc de survivre. Ce qui inquiète certains chercheurs, c'est que cet antiviral est peut-être capable de dérégler aussi l'ADN des patients. Une équipe de l'université de Chapel Hill en Caroline du Nord vient ainsi de publier une étude en août dernier. Elle a montré que in vitro, le molnupiravir arrive à perturber des cellules animales, donc en l'occurrence les cellules de l'hôte infecté par le Covid-19. Potentiellement, donc dans la vraie vie, ce médicament pourrait perturber des cellules humaines et qui dit mutation cellulaire dit, là encore potentiellement, risque de développer un cancer. Cela dit, Tara, les essais cliniques menés par l'américain Merck ne semblent pas aller dans ce sens. Effectivement, les données fournies par le laboratoire américain montrent qu'il n'y a pas de toxicité immédiate, bien au contraire. Le molnupiravir est très efficace contre le Covid et divise par 2 l'hospitalisation des malades. Mais les effets mutagènes d'un médicament sont très longtemps invisibles. Dans la vraie vie, il faudrait donc suivre une cohorte de patients pendant 5, 10, 15 ans peut-être pour voir si la molécule est ou non cancérigène. En attendant, il serait sans doute plus sage de la réserver à des cas de Covid sévères pour sauver des vies donc. Or, Merck est aussi en train de mener un essai clinique pour prendre éventuellement cette molécule à titre préventif chez des personnes qui seraient juste des cas contacts. En tout cas, pour l'instant, on n'a aucune date de mise sur le marché. On attend l'avis des agences européennes et américaines. Les précisions de Tara Schlegel. S'il obtient une mise sur le marché, le laboratoire Merck se dit prêt à permettre à des laboratoires indiens de fabriquer un médicament générique semblable au molnupiravir, générique qui serait réservé aux pays du Sud et beaucoup moins cher que le traitement vendu en Europe et aux États-Unis. 8h09 sur France Culture. La suite du journal de Margot Delpierre. La Turquie risquait gros. Elle a donc décidé de ne pas expulser 10 ambassadeurs. 10 occidentaux, dont un Français et un Américain, avaient apporté leur soutien à Osman Kavala, philanthrope emprisonné depuis 4 ans sans avoir été jugé, est devenu un des symboles de la répression contre la société civile turque. Les 10 pays réclamaient un règlement, je cite, juste et rapide de l'affaire. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a trouvé cela insultant, mais il a finalement choisi la désescalade et ainsi évité l'isolement sur la scène internationale et des difficultés économiques accrues. Une nouvelle audience du procès de l'ex-dirigeante birmane Aung San Suu Kyi s'ouvre aujourd'hui à la capitale Naypyidaw et pour la première fois, celle que son peuple surnomme la Dame pourra s'exprimer face à une charge d'incitation à la violence. En Birmanie, Juliette Verlin. Quelques jours après la prise de pouvoir par les militaires, un post Facebook sur la page du parti politique d'Aung San Suu Kyi, apparemment signé de sa main, dénonce le coup d'État. Sauf que la dirigeante birmane est derrière les barreaux, impossible donc pour elle d'avoir signé quoi que ce soit. Les militaires décident tout de même de l'accuser d'incitation à la violence. Pour Myo, avocat qui suit de près le déroulé du procès, cette accusation, comme tout le procès, est absurde. Elle a déjà dit pendant les séances, devant les juges, tout est absurde. Aujourd'hui, il y a 11 accusations contre elle. Donc, sa vie sera passée dans la prison ou à la maison. Enfin, c'est n'importe quoi. La population suit de loin ce procès. Elle s'est plutôt concentrée ces derniers mois sur la répression violente de l'armée birmane contre la résistance.
et sur la vague de Covid-19 qui a ravagé le pays cet été. Une quasi-indifférence qui s'explique aussi par le fait que le procès se déroule en huis clos, avec une difficulté supplémentaire depuis la semaine dernière. Ils ont interdit aux avocats de parler aux médias. C'est l'interdiction de la démocratie. Tout est interdit en fait depuis le coup d'État. Nous, on ne peut pas circuler, on ne peut pas parler, on ne peut pas manifester. Depuis le coup d'État, rien n'est permis. Le procès qui a commencé en juin se déroule lentement au rythme d'une audience toutes les 2 semaines ou tous les mois. Pour Mio, la raison de cette lenteur est évidente. L'oubli, vous voyez, avec le temps. Comme une chanson, avec le temps, tout s'en va. Donc les gens ne pensent plus au procès parce que ça dure longtemps, qu'il faut vivre, il faut travailler. Aung San Suu Kyi a 76 ans, une condamnation à l'un de ses 11 chefs d'accusation signerait sans doute la fin de sa carrière politique. C'est l'heure de la rentrée ce matin pour les députés allemands du Bundestag. 1 mois après les élections législatives, ils se retrouvent pour la première fois depuis les élections en assemblée constituante. Véritable temps fort de la démocratie allemande, la séance doit en effet se tenir dans les 30 jours suivant le scrutin. La correspondance à Berlin de Nathalie Versieux. Une page se tourne pour Angela Merkel. C'est depuis la tribune des visiteurs qu'elle assistera ce matin à la séance. Membre du Bundestag depuis 31 ans, elle se verra remettre sa lettre de congé par le président de la République qui lui demandera par la même occasion de conserver son poste jusqu'à l'élection de son successeur, Olaf Scholz, par l'Assemblée à la fin des négociations de coalition. 736 députés ont été élus en septembre contre 709 dans l'Assemblée sortante. Ces 27 membres supplémentaires posent un véritable problème de logistique. Le manque de bureaux aux abords du Reichstag se fait cruellement sentir, alors que la Chambre n'a toujours pu mener à bien le projet de réforme électorale qui permettrait enfin de stopper l'hémorragie très impopulaire du nombre d'élus, une inflation directement liée au mode de scrutin. La nouvelle présidente du Bundestag, la social-démocrate Bärbel Baas, devra s'atteler au chantier que n'a pu mener à bien son prédécesseur Wolfgang Schäuble. Elle devra aussi se pencher sur le plan de salle alors que les libéraux refusent désormais de siéger à côté de l'extrême droite comme ils l'ont fait au cours de la dernière législature. Une exposition particulière s'ouvre aujourd'hui au musée du Quai Branly à Paris. 26 pièces du trésor d'Abomey qui bientôt retourneront dans leur pays d'origine, le Bénin, car les œuvres ont été pillées lors de la mise à sac du palais d'Abomey par les troupes coloniales en 1892. Il s'agit de la première importante restitution d'objets de nos collections à un pays africain. Emmanuel Macron en avait fait la promesse il y a 4 ans. Une loi a été votée en décembre pour autoriser cette cession de propriété, mais il ne s'agit pas que d'une restitution d'objets, comme l'a expliqué Emmanuel Macron au micro d'Isabelle Pasquier. C'est pour nous un travail qui consiste à permettre aux sociétés civiles, à la jeunesse africaine, d'avoir aussi dans ses capitales et dans des musées une part de sa propre histoire. Et je pense que c'est très important pour consolider, constituer cette identité narrative et culturelle de chaque peuple africain, de chaque pays. Ça s'accompagne d'une formation des conservateurs, des équipes scientifiques qui vont continuer le travail pour préserver, parce que vous savez aussi que le problème qu'a eu l'Afrique pendant des décennies, c'est le pillage par des équipes africaines de ses propres œuvres. Et après, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on continue à faire circuler les œuvres d'art et les œuvres africaines et européennes dans un dialogue. On a travaillé sur la manière dont on bâtit l'universalisme du XXIe siècle. C'est-à-dire permettre à des jeunes Européens d'avoir accès à des grandes œuvres d'art africaines, d'en expliquer la genèse, mais de permettre aussi à la jeunesse africaine d'avoir accès à son art propre, mais aussi à l'art européen. Le président Emmanuel Macron, propos recueillis par Isabelle Pasquier. On en sait un peu plus après la mort accidentelle la semaine dernière d'une directrice de la photographie sur un plateau de tournage. Alec Baldwin était en possession d'une arme censée être vide pour répéter une scène. L'assistant réalisateur qui a fourni le pistolet à l'acteur avait déjà été licencié d'un précédent film pour un accident impliquant aussi une arme à feu. L'attention se focalise aussi sur l'armurière du tournage qui a préparé l'objet, une jeune femme de 24 ans qui n'a qu'un seul film à son actif. Le temps en France, aujourd'hui ce sera surtout gris, sauf dans le sud-est, un peu plus de soleil cet après-midi, mais toujours du gris et même un peu de pluie dans le nord.
8h15, la suite des matins avec vous, Guillaume Erner. Merci Margot Delpierre. Nous allons retrouver dans quelques instants notre invité, l'ancien président François Hollande, qui publie Affronter aux éditions Stock. Dans 30 minutes, Quentin Lafay nous parlera ce matin dans sa transition de quartiers qui perdent leur mixité. Adèle Vendrette se demandera si Botticelli était devenu fanatique. Et Arnaud Laporte recevra la comédienne Marina Foïs. Et puis un billet politique avec vous, Stéphane Robert. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et vous vous demandez ce matin s'il fallait fermer Fessenheim ? Oui et non. Plus globalement, nous nous demanderons quelle part d'énergie nucléaire il convient de conserver dans le système énergétique français pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. France Culture. L'esprit d'ouverture. Des figures d'hommes et d'animaux, la légèreté d'un pinceau, le dessin comme manière de vivre. Notre premier invité, l'artiste Françoise Petrovitch, révèle la fragilité du monde dans sa rétrospective à Landerneau, en Bretagne. La Grande Table, Olivia Gesbert. Puis, Corbeau de malheur, loup vorace, virilité du taureau. Qu'est-ce que les représentations de l'animal disent de nous ? On reprend le fil de notre histoire culturelle avec Michel Pastoureau. La Grande Table, aujourd'hui à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 8h17, suite des matins. Le billet politique, Stéphane Robert, nucléaire ou renouvelable, l'heure des choix. Il y a quelque chose de rassurant et même d'encourageant dans le rapport que vient de remettre au gouvernement le gestionnaire national du réseau de transport d'électricité sur l'avenir du système énergétique français. Rassurant et encourageant parce qu'il nous dit déjà qu'il est possible d'atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire dans une trentaine d'années. Et non seulement c'est possible, ajoutent les experts, mais en plus c'est réalisable à un coût acceptable par la société. Pour ça, il y a plusieurs conditions. D'abord, il va falloir baisser notre consommation énergétique, mais ça c'est faisable par l'isolation des logements, la conception d'appareils ménagers et d'ordinateurs moins énergivores. L'effort est tout de même important puisqu'il s'agit de réduire d'un gros tiers notre consommation globale d'énergie. Mais si on s'y attelle véritablement, c'est faisable. Ensuite, il s'agit en 30 ans de complètement nous passer de l'énergie produite à partir de combustibles fossiles, pétrole et gaz, ce qui représente actuellement plus de 60% de l'énergie que nous consommons. Ça signifie qu'il va falloir mettre à la casse nos voitures thermiques et les remplacer par des voitures électriques, remplacer nos chauffages au fioul ou à gaz par des systèmes de chauffage électriques, ou encore dans l'industrie, remplacer les hauts fourneaux, encore en activité dans la sidérurgie, par des fours électrique. Et donc, on le voit bien à travers ces quelques exemples, il va falloir passer pour nos usages quotidiens, comme pour ceux des entreprises, au pratiquement tout électrique. C'est un bouleversement tout à fait important. Et cette électricité, il va falloir la produire. Oui, il va nécessairement falloir augmenter notre production d'énergie électrique avec cette contrainte que nous sommes à la traîne en matière d'énergie renouvelable et que nous disposons d'un parc nucléaire encore performant, mais vieillissant. Pour effectuer cette transition, RTE, Réseau Transport Électricité, a imaginé 6 scénarios différents. Dans tous les scénarios, il faudra considérablement développer les énergies renouvelables, éolien, énergie solaire, énergie marine. La différence entre chacun des scénarios concerne la part du nucléaire que l'on conserve dans la production d'électricité. Le premier scénario envisage la fermeture de toutes les centrales d'ici 30 ans, avec une production qui reposerait entièrement sur les énergies renouvelables. Le dernier conservera une importante part de nucléaire, environ 50%. Et pour ça, il faudrait prolonger la durée de vie de nos actuelles centrales jusqu'à 60 ans, voire plus. C'est là qu'on peut se demander, Guillaume, s'il fallait fermer Fessenheim. Et puis, il faudrait construire de nouvelles centrales, jusqu'à 14 EPR, nouvelle génération de grande puissance, plus une vingtaine de petits réacteurs baptisés SMR. Les scénarios intermédiaires, évidemment, prévoient une part plus ou moins importante du nucléaire dans le système de production globale. Le rapport précise toutefois 2 choses. D'abord, que plus il y a de renouvelables dans le mix énergétique, plus ça coûte cher, étant donné qu'il faut développer un réseau d'acheminement de l'énergie très dense pour les renouvelables. Et puis deuxièmement, RTE met en garde contre les 2 scénarios extrêmes. 100% de renouvelables, c'est difficilement tenable. Il s'agit d'une énergie intermittente qui dépend du soleil et du vent. On ne la contrôle pas. Et ce serait la même chose si l'on conservait une part trop importante de nucléaire. Ce serait misé sur des technologies pas encore tout à fait au point. Ce serait un peu aventureux. Et donc l'idéal serait un scénario intermédiaire, selon les experts, avec une part de nucléaire et de nouveaux réacteurs, mais pas trop. Et puis une part de renouvelables importante, mais acceptable par la population. Bref, conclut ce rapport, si on veut y arriver, il va falloir réconcilier le nucléaire et les énergies renouvelables. Et certains, ce matin, font une lecture politique de ce rapport. Et oui, les écologistes notamment dénoncent une prise de position politique dans les scénarios privilégiés par les experts. Le candidat des Verts à la présidentielle, Yannick Jadot, évoque une présentation partielle et partiale. Selon lui, il y a derrière ce rapport la main du gouvernement.
Et il faut dire qu'effectivement, ces conclusions vont dans le sens des propositions que s'apprête à annoncer d'ici quelques semaines Emmanuel Macron, à savoir le développement des renouvelables et en même temps des réinvestissements dans la filière nucléaire. Mais si ça heurte les écologistes, c'est avant tout parce que la sortie du nucléaire, c'est un élément essentiel de leur discours et même de leur identité. C'est en partie sur ce combat qu'ils se sont construits. Et donc, comme tout écologiste qui se respecte, Yannick Jadot, le 11 octobre dernier, réaffirmait ceci. Moi, je suis anti-nucléaire parce que un réacteur, ça peut nous péter à la figure. Rappelons-nous Fukushima, ce sont des déchets. C'est une énergie de plus en plus chère, mais je suis parfaitement responsable. Personne ne dit on va fermer les centrales nucléaires françaises demain. Moi, je vois une sortie en 20 ans. Une sortie en 20 ans, ce qui est un scénario court, selon les conclusions des scientifiques. Toujours à gauche, les socialistes défendent aussi une sortie du nucléaire à relativement brève échéance. Mais celui qui est encore plus vert que les verts, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui promet, lui, une sortie du nucléaire dans 10 ans, en 2030. Enfin, Arnaud Montebourg et le communiste Fabien Roussel sont quant à eux pro-nucléaire. Ils considèrent qu'on ne peut pas se passer d'une technologie que la France maîtrise et qui lui offre un avantage considérable dans la course à la production d'une énergie décarbonée. C'est aussi ce que défend la droite, de Marine Le Pen à Michel Barnier et Valérie Pécresse. Il faut, selon eux, privilégier le nucléaire. Xavier Bertrand va même encore plus loin, estimant qu'il faut stopper le développement de certaines filières renouvelables, comme l'éolien. Il l'a dit sans ambiguïté au moment d'un débat lors des élections régionales en juin dernier. L'éolien, basta. Terminé. Terminé le développement. Le nucléaire, encore. Le nucléaire, encore, parce qu'on veut une énergie décarbonée, alors c'est le nucléaire. Nous voilà donc à l'heure des choix, avec un débat sur le nucléaire et l'environnement qui s'invite dans la campagne électorale. Quoi qu'en dise et qu'en pense chacun, l'avantage du rapport de réseau, transport, électricité est qu'il est sérieux, précis, détaillé, qu'il propose différents scénarios et qu'il va donc permettre à chacun de s'emparer de la question. En tout cas, et c'est sans doute ça le plus important, il nous montre que nous avons la main, que nous avons les moyens d'agir et qu'il nous faut maintenant collectivement décider comment. Merci Stéphane Robert. On retrouve votre billet politique sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. 8h22. 7h-9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité François Hollande. Vous publiez, Monsieur le Président, Affronté aux éditions Stock. Et en réaction à ce que vient de dire Stéphane Robert sur le nucléaire, on pourrait par exemple évoquer ce passage de votre ouvrage où vous évoquez le mensonge de la sortie du nucléaire. La neutralité carbone, c'est l'objectif que le monde va se donner et que l'Europe s'est déjà assigné. Pour arriver à la neutralité carbone en 2050, nous devons faire cette grande mutation dont je parle, et notamment sur la politique énergétique. Cette politique énergétique, elle ne peut pas être simplement la décision d'un quinquennat ou d'un président. Elle nous engage nécessairement sur 20, 30 ans, peut-être 40 ans. Donc il est très important de trouver un consensus de manière à ce que, à chaque fois qu'il y aura un renouvellement, une alternance, il n'y ait pas une remise en cause des choix que nous avons engagés. Et ce rapport de RTE correspond à l'analyse que je fais, c'est-à-dire que nous avons besoin et du nucléaire et des renouvelables pour aboutir à ce que nous soyons vers la neutralité carbone en 2050. Ça marque quand même un infléchissement par rapport à l'idée selon laquelle il fallait sortir du nucléaire. Il fallait sortir du tout nucléaire, ce qui avait été la politique que j'ai conduite quand on était à 75% de nucléaire dans la production d'électricité. C'était à la fois trop, parce que ça entravait le développement des renouvelables, et c'était même dangereux compte tenu du fait qu'il fallait à ce moment-là construire beaucoup de nouvelles centrales, pas simplement prolonger les anciennes. Donc moi j'ai fait en sorte qu'on puisse atteindre... Donc pour vous, il n'y a pas d'inflexion dans ce rapport ? Je pense que ce rapport met en évidence différentes options. D'ailleurs, il n'en interdit aucune. Il montre simplement que si on allait, par exemple, sur le tout renouvelable, on serait vulnérable et on aurait un coût très important. Et pas simplement un coût financier, mais un coût paysager, un coût d'installation de ce que représentent les énergies renouvelables. Et il dit aussi, le rapport, vous pouvez choisir le tout nucléaire, vous pouvez éviter de faire monter les renouvelables, mais à ce moment-là, vous avez des risques et aussi des coûts, parce que les centrales nouvelles qu'il va falloir créer, elles sont également avec une charge importante sur le plan financier. Donc je pense que si l'élection présidentielle peut servir au moins à ça, c'est de poser le débat. Il est plutôt, je trouve, bien placé et arriver à la conclusion qui est la mienne, qui est de dire ceux qui vous disent qu'ils vont sortir du nucléaire sont des menteurs. C'est pas vrai, c'est pas possible.
en 10 ans, même 20 ans, c'est impossible. Ceux qui vous disent, et je les ai entendus, vous savez, on va mettre tout sur le nucléaire et on ne va pas faire de renouvelables, se mettre dans une position intenable, y compris par rapport au saut technologique que représentent les renouvelables. Et puis il y a un autre élément, peut-être que le rapport n'a pas suffisamment mis en valeur, c'est que, mais vous l'avez évoqué dans votre chronique, c'est qu'il va falloir que nous économisions, voire même supprimions les énergies fossiles, donc changer nos modes de vie, changer nos appareils, changer nos modes de transport, et qu'il va y avoir beaucoup plus de consommation d'électricité. Et donc, pour faire de l'électricité, il faut à la fois du nucléaire et du renouvelable. Et on ne sait pas faire ni sans l'un, ni sans l'autre. Monsieur le Président François Hollande, dans l'actualité aujourd'hui, quelque chose d'inattendu. On ne s'attendait pas à cela il y a quelques semaines. L'arrivée, une possible primaire à l'extrême droite. J'imagine que vous aimez tellement l'extrême droite que cela vous plaît qu'il y en ait deux ? Non, parce que ça fait maintenant 2 discours qui sont prononcés, l'un étant parfois même dans la surenchère de l'autre, l'un se présentant sous une forme plus cultivée, plus intellectuelle, mais tout aussi dangereuse, voire davantage quand on relit l'histoire à sa façon, enfin à la façon de l'intéressé, et on voit bien que ça contamine, ça diffuse, pas simplement au sein de l'électorat de l'extrême droite, mais aussi au sein de l'électorat de droite. Donc voilà pourquoi je pense que ça peut effectivement empêcher, si l'on veut, Marine Le Pen d'arriver au second tour. Enfin, et n'ayons pas de calcul C'était d'ailleurs politicien. un pronostic que vous faisiez dans votre ouvrage. Oui. Donc je pense que pensez que ce pronostic, il elle n'est tient... pas sûre d'arriver au second tour, mais l'objectif, c'est pas simplement d'écarter une candidature, c'est d'être capable de proposer aux Français des solutions, des offres, des alternatives qui donnent de l'espoir. J'ai beaucoup traversé la France ces dernières années, quand je pouvais encore le faire hors de la restriction sanitaire, mais je l'ai fait quand même pendant cette période. Ce qu'il me disait, c'est qu'il ne voulait plus voter contre. Ils voulaient voter pour. Et s'ils ne peuvent pas voter pour, eh bien, ils s'abstiennent. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit aux dernières élections. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est très important que le débat politique soit revivifié, qu'il y ait une gauche, qu'il y ait une droite, et qu'on ne soit pas toujours en train de commenter, même s'il faut le faire, l'extrême droite. Oui, c'est ça, vous dites, l'abstention est une addition, l'agrégation de l'indifférence, du désenchantement et de la rupture. Oui, parce que l'abstention n'est pas simplement une légèreté, une indifférence. Il y a une abstention de rupture. Je ne me reconnais plus dans la démocratie. Il y a une abstention aussi de violence. Je rejette le système politique. Et puis, il y a une abstention aussi d'insatisfaction profonde. Il faut essayer de mesurer cette abstention et de lutter contre, finalement, ce qui est une menace directe contre la démocratie. Vous savez, la France est maintenant le pays d'Europe de l'Ouest en tout cas, qui connaît la vague populiste à ce niveau. En Allemagne, les extrêmes ont été battus, en Italie, ils ont été rejetés. Je ne parle pas des États-Unis avec Trump. Il n'y a qu'en France où on a ce débat avec une présence des populistes à ce niveau. Ça tient bien sûr à ce que la peur peut être utilisée. Ça tient aussi au fait que les partis démocratiques, les partis républicains, ont lâché prise. Et il n'y a pas de démocratie sans grandes organisations. Moi, j'ai été chef d'un parti, je l'ai été 10 ans, je ne l'ai pas fait simplement parce que je voulais être candidat à l'élection présidentielle. Non, je l'ai fait parce que je pensais que c'était mon rôle, qu'il n'y a pas de débat politique s'il n'y a pas des idéologies, s'il n'y a pas des militants pour les porter, s'il n'y a pas des réflexions programmatiques, s'il n'y a pas de l'engagement. L'engagement, c'est la condition de la démocratie. Et si la démocratie n'est plus représentée, vous avez des vagues populistes qui vous submergent. Stéphane Robert. Comment vous analysez-vous, François Hollande, l'émergence de ce candidat qui n'est pas un professionnel de la politique, Éric Zemmour, dans le débat public et le fait qu'il bouscule un petit peu le champ, le paysage politique français? Comment vous l'analysez? Alors d'abord, il est le symptôme de la confusion entre l'univers médiatique et le monde politique. Pendant des années, pendant 20 ans, Éric Zemmour, pour ne pas le citer, a été présent sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, du service public comme des chaînes privées, et tenant des propos comme si c'était un intellectuel ou un commentateur ou un journaliste qui n'avait pas d'ambition politique. Et puis à un moment, porté par une chaîne tenue par un des plus puissants dirigeants en France, il est maintenant dans une avancée politique.
avec une parole dont on ne sait pas si elle exprime celle d'un journaliste ou celle d'un candidat. Je crois que les choses sont de plus en plus claires. Et donc, il a pendant des années bénéficié d'une espèce de position avantageuse dans l'univers médiatique, pendant que les élus font leur travail sur le terrain, pendant que les partis essayent d'élaborer des programmes, pas forcément autant qu'il le faudrait, et il peut surgir. Trump qui est une autre histoire, et avec des moyens aussi puissant sur le plan financier, et puis une personnalité que je ne vais pas comparer, mais en tout cas, c'est le même procédé. Il avait commencé à la télévision, fait un certain nombre d'animations, provoqué, parce que dans l'univers médiatique, vous pouvez provoquer. D'ailleurs, je suis très surpris que les propos tout à fait fallacieux, dangereux, révisionnistes parfois, racistes, c'est arrivé d'Éric Zemmour, ne soient pas contestés comme lorsque... Ils ont été souvent contestés. Quand un responsable politique dit, ça peut arriver, une incongruité, un mensonge, il est immédiatement mis en cause. Là, il en dit tellement... Monsieur le Président, pourquoi maintenant, finalement, il fait partie du paysage. Pourquoi cette primaire à l'extrême droite? Pourquoi cette distinction? Et lorsque Stéphane Robert vous interroge sur Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il apporte de différent de Marine Le Pen? Parce que Marine Le Pen, il y avait une forme d'interdit qui pesait sur elle. Parce que elle était dans l'incapacité, pensait-on, de gouverner. Le débat d'entre deux tours l'avait démontré, y compris pour son propre électorat. Et on pensait qu'elle ne détenait pas les codes pour arriver, même avec un discours d'extrême droite, au pouvoir. Éric Zemmour, il essaye de s'adresser à une catégorie de la population différente de Le Pen. Le Pen est sur un électorat, et c'est ainsi, je le déplore, populaire. Éric Zemmour, c'est pas ce qu'il vise. Il vise des catégories de la moyenne, les classes moyennes, de la moyenne bourgeoisie, voire même quelques classes intellectuelles, et avec un puissant mouvement dans une partie des élites qui considèrent toujours qu'elles sont menacées, déclassées, et qui finalement se donnent à Éric Zemmour. Regardez quelle est l'influence qu'il a aujourd'hui sur les franges, les marges, mais quelquefois le corps central des LR en ce moment. Mais comment ça se fait qu'il rencontre cet écho? Parce que autant les LR avaient mis un mur, et il faut saluer à l'origine Jacques Chirac, puis ensuite ça a continué avec Nicolas Sarkozy, et ils avaient mis un mur entre l'extrême droite Le Pen et eux. Aucune alliance, aucune connivence, même s'il y avait toujours des cas particuliers. Avec Zemmour, regardez, demandez, interrogez donc les responsables de la droite française, de leur intituler. Posez-leur la question, est-ce que vous trouvez que Éric Zemmour est raciste? Est-ce que vous trouvez qu'il met en danger la démocratie? Ils seront beaucoup plus, disons, alambiqués qu'il ne l'était avec Marine Le Pen. François Hollande, Monsieur le Président, vous revenez dans votre ouvrage sur les politiques mémorielles. Vous dites, j'ai moi-même travaillé comme parlementaire, puis comme président, à la reconnaissance des crimes que furent la torture en Algérie, le drame des Harkis. On a récemment commémoré le 17 octobre 1961. C'est ce qu'Emmanuel Macron a décidé de faire. Pourquoi, là aussi, la gauche l'a fait, certes, mais avec moins de force? Est-ce que c'est un pas de plus, un peu comme ce que Jacques Chirac avait fait au sujet de la commémoration du Veldiv? Donc vous avez rappelé que c'est à mon initiative qu'il y a eu la reconnaissance du 17 octobre. J'étais candidat, il est vrai pas encore président, présent sur les lieux. Personne ne l'avait fait jusqu'à présent, des lieux de ces crimes. Et deuxièmement, sur les Harkis, j'ai également pris des positions. J'ai également donné enfin une date à la fin de la guerre d'Algérie. C'était un débat très controversé. Chaque président ajoute, et je pense que c'est une continuité nécessaire, des éléments qui permettent d'être clairs sur notre histoire et de faire entrer dans notre mémoire nationale un certain nombre d'événements. Ensuite, il ne faut pas en faire une politique. C'est une reconnaissance qui doit venir et qui est sollicitée. Ce que je crois très important, c'est que nous ne devons pas laisser penser que notre pays est un pays de victimes, où on additionnerait les victimes, et où même on essaierait de les hiérarchiser, les victimes. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des fautes, des erreurs, et qu'il y a des populations blessées
par l'histoire, blessés encore par la réalité. Mais voilà, nous sommes plus que une population qui se reconnaît dans ces drames. Nous sommes une population, un peuple qui doit se reconnaître dans son projet, dans son avenir, dans ce qui nous unit et dans les valeurs qui nous portent, dans les combats qu'on doit continuer à engager, aussi bien sur le plan social que sociétal. Et il ne faudrait pas qu'on ait simplement une politique de mémoire et qu'on oublie la politique d'avenir. Alors, justement, est-ce que dans ce récit mémoriel, peut-être que c'est cela aussi, ce qu'il y a en filigrane dans votre discours, est-ce qu'on n'a pas oublié les pieds noirs, par exemple ? Non, il y a eu, c'était sous Jacques Chirac, un certain nombre d'éléments de reconnaissance. Non, par exemple, dans ce que vous écrivez, sur les rapatriés, il n'est pas question des pieds noirs qui, parfois, comme vous le savez, Monsieur le Président, ont été très mal accueillis en France. Non seulement mal accueillis, mais qui ont été aussi massacrés pendant la guerre d'Algérie, ou après même la fin de la guerre d'Algérie. Il y a encore eu des drames. Donc je crois qu'il faut en parler, mais vous voyez, il y a toujours une espèce de surenchère de la mémoire. Ah, vous avez parlé des harkis, vous avez bien fait, mais vous n'avez pas parlé de ce qui s'est produit par notamment des comportements de la police française. Donc, vous voyez, on est toujours en train de chercher. Je crois qu'il faut peut-être... Alors, il faut faire un moratoire sur les mémoires douloureuses. Je crois que, oui, il aurait été peut-être souhaitable qu'une bonne fois pour toutes, là aussi, ça doit venir aussi du débat national, pas simplement du président de la République. Une bonne fois pour toutes, on reconnaisse un certain nombre de faits et puis on soit capable ensuite de les dépasser. La guerre d'Algérie étant toujours là en train de créer des différences mémorielles et des souffrances qui ne sont pas apaisées. Là aussi, c'est une évolution de la gauche parce qu'il y a de plus en plus l'incorporation dans le discours politique de certains responsables de la gauche, de la pensée post-coloniale, de la reconnaissance d'un certain nombre de souffrances. Vous faites une forme de mea culpa dans ce livre lorsque vous dites que peut-être l'universalisme de la gauche mérite d'être quelque peu amendé, François Hollande. Non, moi je suis universaliste, mais pas d'un universalisme, j'allais dire, incantatoire. En disant finalement la République va finir par mais vous dites que vous l'avez été auparavant. En disant finalement il suffit de faire des lois, il suffit de donner d'éducation et nous allons tous vivre à égalité les uns des autres sans discrimination. Ce n'est pas vrai. Il y a des politiques qui doivent être actives en matière de lutte contre les discriminations, mais je n'accepte pas le différentialisme, je n'accepte pas que finalement on se communautarise, je n'accepte pas qu'on puisse dire... Est-ce que justement la synthèse est possible dans ce domaine-là ? La réconciliation, on en parlait pour l'énergie, elle vaut pour l'énergie, mais elle vaut aussi pour les mémoires et pour les citoyens eux-mêmes, parce que la gauche, si on regarde son histoire, ça a toujours été une gauche qui est capable de faire de tout combat minoritaire une cause majoritaire. C'est-à-dire votre lutte, que ce soit une lutte féministe, que ce soit une lutte écologiste, que ce soit une lutte mémorielle, que ce soit une lutte sociale, votre lutte n'est pas particulière. Elle est la lutte de tous. Et si on commence à séparer, en disant la seule lutte qui compte, c'est la lutte que je mène autour de la seule cause qui m'importe, eh bien, la gauche est éclatée. Et c'est pas simplement la gauche, c'est la République est éclatée. La République, elle doit embrasser toutes les convulsions, les causes, les mouvements, les combats, pour en faire une synthèse. Mais justement, vous évoquiez la situation aux États-Unis. La victoire de Donald Trump a été analysée comme une victoire liée à une trop grande reconnaissance de ce que certains appellent, par exemple, la tyrannie des minorités. Qu'en pensez-vous, François Hollande, Monsieur le Président ? Je pense que Joe Biden a fait attention de ne pas apparaître comme le candidat des minorités, tout en s'appuyant sur les minorités. Parce que c'était souvent la position des démocrates, en tout cas de la gauche du Parti démocrate. Et il a voulu être l'homme, le président de tous les Américains. C'était très important. C'est à mon avis la condition de sa victoire. Car bien sûr, Donald Trump voulait en faire le candidat simplement des minorités. C'est une société différente de la nôtre, mais je ne voudrais pas qu'en France, la gauche soit l'addition des minorités. La gauche, elle est le produit d'une majorité qui pense que la cause de l'autre est une cause qui mérite d'être défendue si elle repose sur des valeurs que nous partageons.
Stéphane Robert. Vous l'avez évoqué brièvement, mais la question algérienne est très particulière, puisque c'est encore très sensible, et on le voit encore aujourd'hui. Récemment, l'Algérie commente régulièrement les décisions qui sont prises et les annonces qui sont faites par l'État français, par le gouvernement français. Et puis, il y a des conséquences, puisqu'on a eu une interdiction de l'espace aérien, là, très, très, très récemment. Comment est-ce quand on est chef d'État, on mesure la sensibilité de cette question-là et les décisions ou les annonces qu'on doit faire? On imagine que c'est particulièrement sensible. Comment est-ce qu'on prend ça en compte? Comment est-ce qu'on mesure ça? Et comment on essaye malgré tout de peser dans un jeu diplomatique qu'il faut nécessairement mener? Oui, l'Algérie s'est construite après 1962 autour, et on peut comprendre, autour de la mythification de l'indépendance et de ce qu'était la dénonciation du colonialisme et de la présence de la France. C'est ainsi que le pays s'est construit. Alors, maintenant, dans les nouvelles générations, ce rapport est très différent, mais les dirigeants entretiennent cette idée, et elle est fondatrice. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons avoir un dialogue avec l'Algérie qui ne soit pas simplement sur la mémoire, parce que c'est un débat interminable. Donc je crois que j'ai essayé de le faire, ce qui est très difficile, c'est d'avoir avec l'Algérie des débats sur les sujets qui intéressent la population algérienne et qui nous intéressent aussi, parce que nous avons beaucoup, tout à l'heure vous le disiez Guillaume Erner, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont un lien avec l'Algérie. Rapatriés, harkis, enfants d'Algériens qui ont combattu ou qui n'ont pas combattu mais qui sont venus en France travailler. Et donc, voilà, nous avons un lien avec l'Algérie. Et c'est pour ça que nous devons nous tourner vers l'Algérie pour les solutions qui intéressent sur le développement, l'université, les visas, parce qu'il y a toute la question des visas. Et aujourd'hui, vous savez, il y a des rapports très difficiles que la France a avec le Maghreb d'une manière générale et avec l'Afrique. Et moi, je ne m'en réjouis pas, parce que c'est pour nous très important d'être en lien culturel, d'être en lien économique, mais surtout en lien politique avec le Maghreb et avec l'Afrique. Monsieur le Président François Hollande, beaucoup de propositions dans votre livre, un programme présidentiel? Non, justement, j'avais le temps de pouvoir penser, réfléchir, proposer. Et je ne voulais pas faire simplement un panorama des. Vous dites que François épreuves. Mitterrand avait raison de se donner le temps. Donc vous vous êtes donné le temps, vous avez un certain nombre de propositions qui ressemblent à un programme présidentiel. Et qui est au service de ceux qui voudront s'en emparer, ou de celles qui voudront s'en emparer. Moi, je n'ai pas dit que je m'en emparais, je suis neutre. Mais je vais quand même vous demander de commenter l'un de ces points, qui est la dépénalisation du cannabis. La légalisation du cannabis, qui est un peu différent, c'est-à-dire... Pourquoi? Quelle différence faites-vous? Ah si, il ne s'agit pas simplement de dire, on ne punit pas ceux qui prennent aujourd'hui du cannabis ou ceux qui en vendent. Ça, je pense que ce serait une erreur. Ce que je constate, c'est qu'il y a à peu près 1 million de personnes en France qui fument du cannabis par an. Donc c'est beaucoup. Qu'il y a un trafic qui s'est organisé, structuré avec des réseaux et avec, hélas, des phénomènes de mise en contrôle de quartier. Et qu'on agit beaucoup, et à raison, de police pour lutter contre ce fléau. Et qu'il conviendrait plutôt de faire tomber le trafic, de permettre donc qu'il y ait un commerce, il y a un commerce aujourd'hui sur un certain type de cannabis, de faire une légalisation de l'activité commerciale, comme il existe pour le tabac, même si c'est pas tout à fait le même danger, et donc faire que ce commerce soit légalisé, surveillé, de manière à ce que nous évitions qu'il y ait dans nos quartiers, dans nos villes, ce système tout à fait hypocrite, où dans les quartiers plutôt favorisés, on va chercher du cannabis, et dans les quartiers populaires, on en fait le trafic, et tout ça avec des sommes d'argent considérables. Donc il faut assécher le trafic, tuer ce commerce parallèle, et assumer le fait que pendant un temps, il y aura encore un certain nombre de nos concitoyens qui fumeront du cannabis. Je trouve que c'est dangereux de fumer du cannabis, mais il y a cette pratique, il faut absolument l'encadrer pour éviter que nous soyons dans un problème de sécurité alors que nous devrions dans un problème de santé. C'est quelque chose que vous auriez pu défendre, ça, quand vous étiez en exercice il y a 6-7 ans, où la France n'était pas encore mûre. Je pense qu'il y a une évolution, et d'ailleurs dans toutes les formations politiques où un certain nombre de responsables se disent qu'est-ce qu'on doit choisir, d'accentuer encore la répression, mais jusqu'à quand et jusqu'où, et avec quelle possibilité de succès, et puis d'autres qui disent non, il faut absolument lutter contre le trafic de drogue
des drogues qui sont les plus dangereuses. Regardez ce qui se passe avec le crack en ce moment, et la cocaïne, et faire en sorte que sur le cannabis en particulier, comme d'autres pays l'ont fait, au Canada, certains pays de l'Europe du Nord, avoir une organisation qui fasse que nous puissions consacrer nos forces de police à d'autres tâches que celles-là. François Hollande, affronté aux éditions Stock.